Vous aurez 3 types d'ennemis. D'abord les proies. Ce sont vos concurrents. L'un d'eux sera peut-être choisi à votre place pour partir en Iran. Vous devez les identifier, les observer, analyser leurs faiblesses et les écarter de votre chemin. Ce sont vos adversaires. Le second type d'ennemis, ce sont vos amis. Avec eux, vous baissez la garde, ils vous fragilisent, ils vous poussent à l'erreur. Les gens que vous aimez bien, il faut les détruire. Le troisième type d'ennemi, c'est le prédateur. C'est le seul qui peut vous abattre. Mais de lui, vous ne devez pas vous défendre. Vous devez le séduire. Vous devez l'attirer dans vos filets. Il doit croire que c'est lui qui vous choisit. Vous êtes comme l'orchidée qui attire l'abeille. L'insecte croit que c'est lui qui décide. Mais il ignore qu'il est le fruit de votre stratagème. Et à la fin, c'est vous qui avez le contrôle. Allô, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros, capital optimal de la magnifique position du Vachier. Je suis toujours à Berlin en compagnie de mon acolyte Hugo. Bonjour Fouad, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvel épisode du podcast 10 millions qui va avoir pour objet l'acculturation bancaire et qui fait suite à celui sur les financements bancaires que nous venons de publier il y a 2 semaines maintenant. Avant de commencer, pense à t'abonner au podcast, à le partager, c'est ultra important pour nous, ça nous aide énormément. N'oublie pas de mettre en commentaire 5 étoiles, notamment sur Apple Podcast, et je souhaitais en profiter pour remercier Azerty1532, une très grande qualité sur ce dernier épisode sur l'investissement en small cap. Rémi partage à la fois des connaissances essentielles et de base qu'il faut avoir sur l'investissement financier et aussi les spécificités d'un investissement en small cap. Bravo à Fouad et Hugo pour cette invitation et les bonnes questions posées. Merci Azerty. Tu trouveras également dans la description du podcast le lien pour réserver un coaching hautement stratégique en one-to-one avec Fouad qui pourra t'aider dans ta situation personnelle, te débloquer des problématiques individuelles sur le déploiement d'une stratégie. Et également, tu as le lien pour candidater à Patrimoine Exponentiel, désormais sur candidature uniquement, car on veut privilégier la communauté, bâtir un réseau d'investisseurs ambitieux qui pourront à la fois partager leur expertise, leurs contacts et tous les conseils. Et Fouad animera notamment une série de coaching qui va très vite démarrer. Je tiens à préciser, parce que quelquefois, vu les commentaires, ça n'avait pas été compris, ce n'est pas pour se créer un flux de revenus de 10 000 euros par mois, parce qu'il y a un tocard qui a mal compris. Je le salue au passage. Donc Fouad, parlons d'acculturation bancaire, podcast primordial, podcast ultra important aujourd'hui, puisque ça peut paraître bizarre, le terme n'est pas forcément connu. On va parler de stratégie au service de la création d'un patrimoine massif. Je te propose qu'on découpe ça en plusieurs parties, et puisque c'est un terme et une notion qui n'est pas forcément connue, de commencer par le plus simple, par le départ. Qu'est-ce que c'est l'acculturation ? Alors, la thématique aujourd'hui, thématique innovante par le fait de pratiquer une pensée transversale, à savoir finalement prendre la thématique de l'acculturation et venir la plaquer dans le domaine de la culture bancaire, ça c'est nouveau. Et ça va démontrer l'aspect global, le fait de prendre les choses dans leur globalité, les problématiques dans leur globalité, à savoir celle qui consiste à s'enrichir. Donc je rappelle que nous sommes sur le podcast 10M et qu'en science de l'enrichissement, la culture des autres, et notamment, alors quand je dis la culture des autres, je parle de la culture de tous les joueurs au sens théorie des jeux, à savoir donc le jeu de l'argent, le jeu de l'immobilier, le jeu du patrimoine, et in fine, ce qui nous intéresse tous, je pense, le jeu de la mobilité et de la liberté. Donc, commençons par une définition simple. L'acculturation traduit la capacité d'un individu à s'adapter à la culture des autres. Donc ça, c'est la définition générique. On a également une définition sociologique. L'acculturation désigne donc des phénomènes qui résultent du contact continu et direct
entre groupes d'individus ayant des cultures différentes. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est le contact direct, on y reviendra, et la culture différente, ainsi que les changements qui se produisent dans les cultures originelles des deux groupes. Donc, pour répondre à ta question, Hugo, et donner une définition dans le domaine d'activité qui nous intéresse, l'acculturation de l'investisseur immobilier, par exemple, ça peut être aussi l'acculturation de l'entrepreneur, à la culture bancaire, fait référence au processus par lequel l'investisseur adopte les pratiques, les valeurs et les normes de la culture bancaire traditionnelle. Je vais donner un exemple concret, alors qui n'est pas en rapport avec la banque. J'essaye de m'entraîner au storytelling pour être un petit peu plus attractif et avoir un contenu peut-être un peu moins chiant, alors qu'il est fondamental. J'étais au restaurant avec Rémi. T'aurais dû dire déjà des Yakuza. Alors non, je vais y aller mollo sur l'introduction du storytelling. J'étais au restaurant avec Rémi. Rémi, double particule, que je salue au passage, et j'apprécie énormément son degré d'intelligence. Et en fait, on a partagé un repas avec d'autres individus, et le restaurateur avait prévu des assiettes communes. Et donc, dans un des plats, il y avait du houmous. Du hummus. Voilà, hams en arabe. Donc, il y avait du houmous. Et là, c'est sympa ce restaurant, vous étiez où? Alors attends, ce qui nous intéresse, c'est l'acculturation et les problématiques lorsque les codes culturels et même socio-économiques ne sont pas respectés. Parce que Rémi a demandé l'argenterie. Non, pas du tout. Alors Rémi, en fait, on en discutait, et donc tu as des gens qui ont commencé à prendre leur pain et à saucer le plat, à mettre leurs mains dans le plat. Et c'est marrant, j'en ai parlé à Rémi, il m'a sorti une phrase qui m'a interpellé en tant que sociologue. Il m'a dit ils n'ont pas les codes. Et en fait, il avait tout dit. Et tu vois, là, on est sur un problème très concret. On parle de la table, de l'art de la table, de l'art de vivre à la française. Et c'est pas une critique, hein. Je veux dire, manger avec ses doigts, il n'y a pas de souci. Mais quand tu as des gens en face de toi que tu rencontres pour la première fois, évite de mettre tes paluches dans l'assiette et de saucer et éventuellement de te lécher les babines. Donc tu vois, le truc, c'est que Rémi, qui est particulièrement bien éduqué, on a fait un podcast avec lui, hein, mais ça simplement pour dire que là, on a eu un petit choc des cultures. Et donc, c'était un problème d'acculturation. Et on a étudié, finalement, quel problème, dans la thématique qui nous intéresse, quel problème culturel peut rencontrer un investisseur ambitieux, compte tenu les spécificités de la culture du cartel bancaire et sa psychologie. Et on a utilisé une intro très particulière où il y avait 3 types d'ennemis, et on pourrait dire que la banque est la 3e, le prédateur. Tu dois l'attirer dans ton filet et croire que son choix, c'est lui qui l'a pris. Alors, il ne faisait pas référence à El Predator. Non, il y en a C'est-à-dire ton domaine d'activité de prédilection. Heureusement que ma compagne ne parle pas français et qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne peut pas le censurer. Donc, vous l'avez compris, pour faire quelque chose de simple, on va s'intéresser au fait de se transformer à la pratique de la taquilla bancaire. On avait appelé ça sur une conférence en ligne, c'est-à-dire se travestir, c'est la technique du travesti pour plaire et s'adapter à la banque, puisque en réalité, comme dans des formes de culture classique plutôt, tu vas devoir t'adapter à cette culture, et donc tu vas devoir mettre des choses en place. Et c'est ce que nous allons voir avec Fouad, et notamment voir les différentes formes d'acculturation qu'on a. Est-ce que tu peux me faire un résumé des différentes formes d'acculturation? Alors, on prendra des exemples concrets pour que les gens... des illustrations. On voilà, va illustrer chacune. Voilà, des illustrations, parce que je ne veux pas que les gens se disent « oui, bon, c'est purement théorique ». Mais je rappelle, et ça c'est très important, c'est fondamental, si vous devez retenir une chose de ce podcast, la pensée conceptuelle permet de comprendre le fonctionnement général des mécaniques, des mécanismes de l'argent, et donc finalement, ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Alors, les différentes formes d'acculturation, la première qui est dominante, qui est majoritaire chez la plupart des investisseurs, et l'absence d'acculturation. Position majoritaire, puisque personne ne prend le temps de s'adapter et croit que c'est l'autre qui va s'adapter, donc que c'est la banque qui va s'adapter sans prendre
en compte le souci du détail et le souci de son discours. Alors, tu as une problématique de conscientisation, c'est-à-dire que l'investisseur n'a pas conscience des forces monétaires exercées sur lui, c'est-à-dire qu'il n'a pas conscience de ce mécanisme de culture bancaire, et par ignorance, par incompétence, il ne fait absolument rien. Et alors, l'absence d'acculturation, en termes d'effets pervers, il va tenter d'appliquer sa culture personnelle à la culture bancaire. Et pour faire une illustration différente, où quelquefois les cultures sont opposées. Je peux donner un exemple concret, mais je t'en prie, je te donne. Tu sais, au Mastermind PNL, moi j'appelais ça la Tindérisation de la relation bancaire, où justement tu prends en compte la personne en face avec cette blague, d'association. Quand tu vas dans les pays de l'Est, il est très commun d'arriver au premier encart avec un bouquet de roses. Si tu le fais pas et que tu t'adaptes pas, tu vas avoir du mal. Tu arrives au premier encart avec une Parisienne avec un bouquet de roses. Tu passes pour un beauf, quoi. Je pense même pas ça, c'est qu'elle appelle les flics, quoi. Non, t'exagères quand même. Non mais ça fait un elle peu, part en courant. Ça fait un peu amoureux, rapide, un peu. Enfin, ça préoccupe. Ça va la préoccuper. Donc, si tu ne t'adaptes pas à la chose, automatiquement, par exemple, en France, tu as également le fait de partager quelquefois l'addition. Pas d'avis sur ça. Tu partages. T'avais un short sur Instagram qui disait que si tu partageais l'addition avec une Russe, elle partait avec sa valise. Je ne sais pas si tu l'avais vu sur Instagram. Non, je ne l'ai pas vu, mais je bénéficie de plusieurs cultures. Et dans la culture d'origine de mes parents, ça ne se fait pas de partager l'addition, voilà. Par exemple. Et ça, c'est pareil en milieu bancaire. Si tu arrives avec les mauvais codes et que tu as une absence d'adaptation, mais tu vas forcément aller au mur. Ouais, on peut donner un exemple concret. Tu arrives en banque, tu expliques que tu as énormément d'ambition en immobilier, tu expliques au banquier, à ton conseiller clientèle, écoutez, moi j'ai un objectif de 10 millions d'euros à 5 ans, et tu es salarié. Là, tu as tous les voyants qui s'allument au rouge, et tu envoies un signal de grands preneurs de risques qui fait que là, il y a un choc des cultures. Donc ça, c'est un exemple concret. Ça veut dire que la transparence, la révélation, la divulgation, donc quand tu parlais de taquilla, c'est la stratégie pour éviter de divulguer une partie de son identité qui va te causer préjudice. La taquilla, alors tu as tous les bouffons en politique qui ont essayé de détourner le concept, mais à la base, c'est noble. Et d'ailleurs, on applique ça aux musulmans, mais les juifs ont pratiqué la taquilla durant la Deuxième Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été protégés avec d'autres identités pour éviter d'être exterminés par... le fait de la religion. Tout à fait. Donc il s'agit de se protéger. Donc en termes d'ambition, afficher une très grosse ambition qui peut être noble et légitime va produire ce qu'on appelle en théorie du signal, un très très mauvais signal. Et d'ailleurs, je t'en avais parlé, Hugo. Aujourd'hui, j'ai pleinement conscience que la qualité du signal dépend de l'émetteur. C'est-à-dire que même si le récepteur a mal compris, c'est de ta faute. Donc voilà pour un premier exemple. Donc l'immense majorité des investisseurs ne pratiquent aucun processus d'acculturation, tout simplement avec les conséquences néfastes qui vont avec. Donc voilà. On peut prendre un autre exemple. Ouais. Un autre exemple, c'est les personnes qui vont voir leur banquier avec 15% de rendement. Ils pensent qu'ils envoient un excellent signal, mais ils ne s'adaptent pas à la banque. Alors, ils envoient un message. C'est un très bon exemple. Alors pourquoi ? Parce que les gens pensent que s'ils vont voir la banque, et ça, tu vois, c'est très marrant, s'ils vont voir la banque avec un cash flow négatif, ils vont envoyer un très mauvais signal, et s'ils arrivent avec 20% de rendement, ils pensent qu'ils vont envoyer un super signal. Tu sais pourquoi 15% de rendement peut envoyer un mauvais signal ? Je te pose la question. Ça sous-entend que c'est excessivement risqué, que le mode d'exploitation est très agressif. Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire que la banque sait qu'il y a une corrélation entre le rendement et le risque. Et donc, si tu vas chercher 15 points de rendement, c'est que tu es sur une stratégie extrêmement risquée. Donc, tu vois, à la base, tu as une rationalité quant au rendement qui est affiché, qui est rassurant, puisque c'est une opération économique. On parle d'un investissement locatif. Et in fine, tu te retrouves avec un signal contre-productif.
Et donc, il faut amputer une partie du rendement pour ne pas effrayer le récepteur. Ça, c'est de l'intelligence culturelle. Non, et les gens n'imaginent pas l'importance du discours à la banque. Je le vois par exemple sur Patrimoine Exponentiel, on passe énormément de temps à travailler le discours, à travailler les signaux que tu envoies, ce que tu appelles les signaux, et les gens n'ont pas conscience que ça peut vraiment tout changer. Bien sûr, bien sûr. Il y a un aspect qui est très important à comprendre. Je vais exagérer très légèrement. La banque qu'on pratique aujourd'hui, c'est de la banque traditionnelle, c'est la banque qu'on pratiquait il y a plusieurs siècles. Donc c'est ce qu'on appelle une vieille institution. Tu as la Société Générale et la BNP, on appelle ça les vieilles dames. Ce sont des banques multicentenaires pour certaines. On ne fait pas changer la culture d'une institution. Ça, c'est vraiment déterminant de le comprendre parce que on arrive, on a la patate, on est plus ou moins jeune, on a de l'ambition. Et là, on se dit naïvement que l'autre va s'adapter à notre ambition. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Le deuxième type d'acculturation va être le spontané, qui est beaucoup plus rare. Voilà, l'acculturation spontanée, on peut dire que certains investisseurs, alors plutôt des entrepreneurs, sont guidés par une intuition, une forme d'intuition rationnelle dans cette capacité à palper la culture des autres. Les gens qui sont très intelligents d'un point de vue commercial, spontanément, ils vont adopter le bon comportement et donc respecter la culture de l'autre. Alors, ça reste une démarche qui est intéressante. La problématique de cette démarche, c'est qu'elle est improvisée, elle est spontanée, elle est naturelle. Et on verra sur un très dur à reproduire. Voilà, en fait, on est dans l'instinct, dans l'instinctif, dans l'intuitif. Et le fait de ne pas conscientiser, de ne pas formaliser, de ne pas conceptualiser ce pilier de la banque, à savoir la culture, fait que on fait bien, mais sans vraiment faire exprès. Et c'est déjà mieux que l'absence d'acculturation. Le troisième type qui va concerner aussi certaines personnes, ça va être l'acculturation forcée. Tout à fait. En un mot, le cartel bancaire va te contraindre, va te forcer à jeter l'éponge, tout simplement. C'est une espèce de chaos parce que tu te cognes une dizaine de fois la tête et comme tu n'as pas compris, on va te contraindre, on va te forcer à t'adapter. Et si tu ne t'adaptes pas, tu signes l'arrêt de mort à ton parcours et à ton ambition immobilière. Et la dernière, celle qu'on va développer et qu'on va permettre de développer au travers de ce podcast, ça va être l'acculturation planifiée. Ce que tu appelles quelquefois les techniques de d'évitement. C'est stratégie d'évitement. Non, c'est stratégie délibérée. Stratégie délibérée. Ouais, la pratique délibérée, pardon. Donc, l'acculturation planifiée, c'est la Rolls, la MEC, on va dire, ou la Rolls de l'acculturation. On parle d'une pratique qui est intentionnelle, qui est volontariste, une pratique qui finalement permet d'anticiper sur une posture proactive la satisfaction des attentes, du respect de la culture du cartel bancaire. Et là, de mon point de vue, c'est la posture du signe noir. Alors, nous sommes très peu nombreux. Je m'inclus évidemment, je me définis comme un signe noir de l'immobilier, voire un signe noir de la vie, parce que je suis absolument ravi d'être un atypique, un marginal ou un écart type. Pour rappel, la définition de l'écart type, c'est un élément qui s'éloigne sensiblement de la moyenne. Moi, je te voyais plus en flamant rose. Non. Toi, je te vois plus en flamant rose, toi. Non, je suis un signe noir. Et donc, l'acculturation planifiée ne laisse pas les choses au hasard. Essaye vraiment, au fur et à mesure de son apprentissage terrain, de modifier son attitude afin de respecter au plus les attentes, la culture, la psychologie du cartel bancaire. Mais avant de revenir sur les pièges de l'acculturation et son importance, les enjeux, pourquoi il est nécessaire de s'adapter? Pourquoi il est nécessaire de se fondre dans cette culture bancaire si on est ambitieux?
C'est une bonne question. En fait, c'est une question de... Je reviens sur l'ambition de fréquence des acquisitions. C'est une question de taille, en fait, de valeur absolue. C'est-à-dire que si ton objectif, concrètement, est à 10 millions d'euros, je prends ce chiffre au hasard, donc si tu as un objectif à 10 millions d'euros, le nombre d'opérations immobilières, allez, prenons un panier moyen d'achat à 500 000 euros. C'est plus rapide qu'à 50 000. Ah oui, c'est plus rapide qu'à 50 000, ouais. Et ça fait quand même 20 opérations. Il va falloir réitérer 20 fois l'opération moyenne. Et donc, il sera nécessaire de se frotter à la culture bancaire une vingtaine de fois. Même un peu plus. Alors là, je parle... Si tu es à 100% de réussite. Voilà, si tu es sur une demande, un financement. Je ne vais pas dire que c'est rare. Alors, pour les gens très préparés, on n'est pas sur une demande de financement, un financement, mais on est sur quelques demandes. 10 demandes de financement, cette acceptation. Voilà, alors je dirais ouais, entre 6 et 7. Mais alors que tu as des gens qui, au bout de la énième opération, on n'a carrément que des refus. Donc, c'est nécessaire pour les investisseurs qui voient grand, les ambitieux, ceux qui ont des gros objectifs. Et je rappelle toujours cette statistique qui est fondamentale. 1% des Français les plus riches possèdent un patrimoine brut de 2 millions d'euros. Brut. C'est-à-dire que les dettes, les crédits, les passifs ne sont pas déduits. Ils n'ont pas 10 000 euros par mois parce qu'il y en avait un qui disait 10 000 euros par mois. Oui, alors tu vois, c'est marrant, petite remarque au passage, j'enseigne dans mon mentorat et je pense que je l'ai conceptualisé, j'enseigne qu'il faut penser en stock et pas en flux monétaire et encore moins mensuel, et quelqu'un nous aurait reproché de raisonner en flux monétaire mensuel. Non, il a dit qu'on formait les gens à faire 10 000 balles par mois. Oui, c'est complètement... En fait, ce qui est énervant, c'est que c'est à l'inverse de ce qui est prodigué. Ouais, Donc tu vois, là, il n'a pas respecté notre culture. Ah, ça, il n'a peut-être pas compris. Il n'a pas compris et in fine, il ne nous a pas respecté. Mais voilà, en tout cas... Les enjeux également, pour revenir sur les enjeux après cette divergence, c'est également pour les personnes, et ça va concerner certaines personnes qui écoutent le podcast, qui se plaignent tout le temps du HSF. Alors, le HSF intervient parce que tu ne t'es pas adapté à la culture bancaire dès le départ. Alors, tu vois, ce qui est intéressant avec le HSF, c'est qu'on a formalisé, on a quantifié une culture par un chiffre, le fameux 35% en termes de rationnement. Et donc, le HCSF n'est que la partie visible de l'iceberg bancaire. C'est-à-dire que derrière le HCSF, tu as des pans de culture qui ne sont pas visibles. C'est pour ça que je parle souvent en termes de jeu, de l'argent, de l'immobilier. Il y a les règles explicites et il y a les règles implicites. Donc, pour répondre à ta question, premièrement, donc, il faut financer une rafale d'investissement immobilier, même si on prend un horizon temporel court. 5 ans, le quinquennat. Évidemment, court, ce n'est pas un trimestre ou un mois, mais 5 ans. Moi, je pensais que tu allais me parler en semaine, ou même en heure. Non. Merde. 5 ans, 20 acquisitions, ça fait quoi en termes de rythme? Ça fait 10. Non, pas 10, ça fait 4 par an. Une par trimestre. Ça fait quand même un sacré rythme. Hein. Alors, on pourrait augmenter l'amplitude à 1 million d'euros en panier moyen d'achat pour pouvoir réduire la fréquence. Oui, mais il y a des personnes qui n'ont pas la... ça, c'est souvent des gens qui me disent « Ouais, mais pour atteindre... Ton problème, Hugo, tu t'adresses uniquement aux investisseurs qui voient grand. Et ça, c'est pas bien. Il faut que tu penses aux petits. Non, mais de toute façon... c'est une blague. Non, mais pense t'as des gens... LMNP. T'as des gens, quelquefois, qui, tu sais, qui te demandent « Mais je vais pas pouvoir faire la même chose. » Et je prends l'exemple, et tu vas me dire si c'est un bon exemple ou pas. J'ai fait ton salaire moyen, ton salaire, il n'y a pas de salaire moyen, ton salaire va en quelque sorte déterminer, si demain on doit faire tous les deux 1 km et que moi je fais des pas de 2 mètres et que toi tu fais des pas de 1 mètre, ben, on va tous les deux faire 1 km. Tu vas être juste plus fatigué, tu vas devoir faire plus d'efforts, tu vas devoir faire le double d'efforts, mais on arrivera tous les deux à 1 km. Si on veut garder le même rythme, il te faudra plus de temps. Donc il faut en avoir conscience. 1 million, on part sur des acquisitions en prix unitaire qui sont relativement élevées et peut-être qu'on va perdre les gens dessus. Non, mais après, pour les gens ambitieux... Non, mais je suis d'accord avec toi. Je posais, c'était simplement un paramétrage sur comment diminuer la fréquence des achats. Ça passe par l'augmentation de l'amplitude.
Ouais, Tu me suis? ouais, c'est les deux seuls moyens. Ouais, ouais. Bon, j'ai cru que tu allais me dire, prends-moi pour un débile, c'est ça. Donc, partons sur 300. Allez, partons même sur Non, 300. 500, c'est... Non, 500, c'est bien. 500, c'est bien. 500, c'est bien. Donc en fait, ce qui est très important, c'est d'absorber un ordre de grandeur. Quand on ne comprend pas l'ordre de grandeur, on a du mal à se représenter les choses et on a du mal à exécuter une stratégie. Vraiment, l'ordre de grandeur, ce que j'appelle en fait une espèce de nanomètre. Tu sais, tu vois ce que c'est qu'un nanomètre? Tu sais, c'est pour mesurer la pression. Un manomètre, un pardon. manomètre, Oh, parce que nanomètre, c'est un nano. Ça va être pour mesurer une très petite... Après, le problème, c'est que tu me fais intervenir après un repas copieux de russe à la pomme de terre. C'est l'heure de la sieste. Ouais. Un manomètre, pardon. Ça, C'est fait pour mesurer la pression, en fait. C'est un indicateur. C'est un objet, un instrument de mesure. Donc, il faut se représenter les choses pour pouvoir exécuter comme il faut une stratégie sur un horizon temporel qu'on a défini en fonction des problématiques principales. Donc voilà. Passons au piège de l'acculturation. Alors, le piège, avant le piège, dernier enjeu qui est très important, éviter Le coût d'opportunité. voilà, le coût d'opportunité qui est fondamental parce que toute acquisition non réalisée qui techniquement était possible de réaliser mais qui ne sera pas réalisée à cause d'une violation de la culture du cartel bancaire, je te donne un exemple concret. Ben ça représente beaucoup d'argent. Dans la culture turque, quand tu vas chez un Turc, tu enlèves tes chaussures, c'est fondamental. Si tu rentres chez lui avec tes pompes, comme vous le faites vous les Français, tu vois, le gars qui s'exclut de la culture française, ça, c'est pas bon. Ça met la personne dans une position potentiellement d'agressivité. Donc tu enlèves tes pompes, mais si tu ne le sais pas, tu arrives, tu rentres avec tes chaussures dégueulasses, ils ont des tapis partout, c'est pas apprécié du tout. Donc si tu violes la culture du cartel bancaire, ça va engendrer un coût d'opportunité, c'est-à-dire un coût de renoncement, un manque à gagner qui est fondamental, et surtout si tu as une capacité à investir qui est importante. Nous, les Français, avec nos chaussures dégueulasses, on met le drap sur le lit et pas sur nos femmes. On voit que tu as regardé... Ouais, 77. Le piège de l'acculturation. Alors, on a... Tu as parlé du signe noir par opposition au signe noir, c'est le signe blanc, la naïveté, la pureté. Voilà, j'en avais parlé un petit peu en amont. Un des principaux... Alors, le premier piège, c'est être un signe blanc, c'est-à-dire être doté d'une naïveté, d'un romantisme bancaire qui fait que l'acculturation nécessaire est occultée. Donc ça, c'est un piège dans lequel beaucoup, je n'ai pas quantifié évidemment, mais la majorité des investisseurs tombent dans ce piège naturellement et très rapidement. Et comment ça s'illustre ? Je vais te donner un exemple. Alors, tu es un investisseur immobilier, tu es un peu crevard sur les bords, tu es frugaliste, disons. Tu as un compte bancaire chez... C'est pas crevard sur les bords, là, c'est crevard complet. Ouais, bon, tu as un compte bancaire chez... Non. Prenons... Il y a quoi comme compte bancaire, compte en ligne où il n'y a pas de frais? Compte nickel. Allez, le pire. Alors, prenons cet exemple. Voilà. Le compte des frugalistes. Non, le compte nickel, en plus, c'est un compte qui est un peu assimilé à... Mais c'est un super exemple. Très, très bon exemple. Sous-entendu, je fais des mauvais exemples. Non, pas du tout. Là, en l'occurrence, c'est un très bon exemple. Donc, tu as un investisseur qui a un compte bancaire chez... Nickel. Alors, nickel, c'est même pas une banque. C'est comme dire la banque du sperme est une banque, c'est pas vraiment une banque. C'est dommage, pour une fois qu'une banque voulait bien de toi. Donc, tu arrives, je ne sais même pas s'il y a des relevés de compte. Disons qu'il y a des relevés de compte bancaires chez Nickel. Compte Nickel. Je crois que c'est 20 € avec une pièce d'identité en bureau tabac. C'est en fait réservé principalement... Aux interdits bancaires voilà. Et aux gens qui n'ont pas d'adresse. Mais c'est important. Parfois, il faut grossir le trait. Je pense volontairement. que la pédagogie par l'exagération peut fonctionner. Tu arrives, tu sors tes relevés de compte, nickel. Tu vas faire une délégation d'assurance, décès invalidité la moins chère possible, chez un assureur exotique situé à Gibraltar. Tu vas dire que l'assurance propriétaire non occupant, tu vas la prendre ailleurs. Et bien là, tu es sur une violation de l'obsession de rentabilité des banques qui fait que la banque va te dire, va te faire foutre. Donc l'opération, ce qu'on appelle un prêt sec, tu vois, sec, sans, il n'y a pas de profitabilité.
Il faut rappeler aux gens qui nous écoutent à quoi sert le prêt bancaire pour les banques. C'est un produit d'appel, comme Coca-Cola est un produit d'appel en Voilà. hypermarché. C'est, je dirais plus la station-service à prix coûtant au supermarché. Oui, bien sûr. Si Leclerc, par exemple, ne gagne pas d'argent ou très peu, et d'autant plus sur les opérations à prix coûtant. Donc finalement, tu renvoies un signal de PNB très très faible. Et donc finalement, c'est pas intéressant de travailler avec toi. Et on sait que la relation ne sera pas profitable. Et donc, ça ne matche pas, ça ne colle pas en termes de culture. Et ça peut se reproduire. C'est comme si tu invites quelqu'un chez toi qui dit tu fais un bon repas et le mec il te dit je ramène une barquette de fraises, quoi, pour reprendre l'exemple du frugaliste. Voilà. Mais après, on peut prendre. Tu lui envoies la mauvaise adresse. Voilà, on peut prendre plein d'exemples. Il y a pas mal d'exemples, mais ça, c'est un des exemples les plus parlants. Et évidemment, un bon investisseur ne rentre pas dans ce genre de piège. Tu as de la crypto, autre exemple, parce que la crypto-monnaie devient quasiment un fait social, parce qu'elle est détenue par énormément d'individus, d'investisseurs. Tu as de la crypto, tu envoies un signal de preneur de risque, et là, tu es comment dirais-je, tu es en frontal. Voilà, tu es en frontal, je cherchais le mot avant, en confrontation ou en choc frontal. Je ne trouvais plus mon mot, mais tu es en opposition frontale avec la culture de la prudence et les autres caractéristiques qu'on verra de la culture bancaire. En tout cas, ça envoie un très 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 mauvais signal. Tu as beau avoir le meilleur, alors sauf si la banque te connaît vraiment depuis très très longtemps, mais la présence de crypto-monnaie est un signal très très négatif qui heurte la culture bancaire, quelle que soit la banque. Après le signe blanc, on a quoi? On a l'incompétent conscient. Voilà, on a l'incompétent. Alors, non, en amont, on avait, tu grilles une étape, l'incompétent inconscient. Alors lui, c'est un peu comme le signe blanc, c'est qu'il ne sait pas en fait. Il ne sait pas qu'il ne sait pas, donc il va commettre un certain nombre d'erreurs. Il n'est peut-être pas frugaliste, mais en tout cas, il ne sait pas qu'il ne sait pas. Et donc, il viole, sans le savoir, la culture de l'autre. Il faut préciser, et ça c'est important, c'est que la banque est faite de plein de paradoxes. Donc, tu peux le faire involontairement sans t'en rendre compte. Je dirais que la banque, en fait, alors au-delà des paradoxes, c'est plutôt, tu as un certain nombre d'aberrations qui, si tu veux, objectivement ressemblent à de l'aberration, mais quand tu regardes de près du côté bancaire, c'est cohérent. C'est totalement cohérent. Exactement. Et c'est là que l'inconscient, quant à son incompétence, commet un certain nombre d'erreurs et finalement va se retrouver très bloqué pour raisons culturelles. Donc après l'inconscient, il y a le conscient. Alors, et ça va être qui? Alors ça, c'est un stade un peu plus intéressant. La personne est incompétente, mais elle en a conscience. C'est en même temps, alors on est sur un degré assez rare. fin. C'est assez rare, tout à fait. Ça demande un minimum d'intelligence. Peut-être que tu as un investisseur qui a capté de l'information. Je parle souvent de capacité d'absorption informationnelle. Pourquoi? Parce que l'information est un actif, parfois à très forte valeur ajoutée. Et donc, lorsque tu as capté une information, disons qu'il y a quelqu'un qui nous écoute. Alors, certaines personnes nous écoutent, mais disons que les gens qui nous écoutent, parmi eux, tu en as un certain nombre qui ont une capacité d'absorption informationnelle très élevée. Par exemple, toi, je te l'avais dit, pour moi, tu as une capacité d'absorption informationnelle très élevée, comme moi. Et donc, on a capté une information intéressante, et là, on se dit, tiens, c'est décisif, c'est très intéressant, j'ai conscience que c'est important, je ne sais pas, je n'ai pas la compétence, et donc, je vais, par exemple, me former pour en savoir plus. Donc c'est une situation qui est mieux que celle de l'incompétent inconscient, mais l'incompétent conscient doit encore faire du chemin parce qu'il n'a pas les codes, la culture, il ne maîtrise pas la culture de l'autre, de celle du cartel bancaire. Et le plus dur, c'est, tu vois, par exemple, quand on a beaucoup d'informations, et moi je vais prendre un exemple qui va être le mien, comme ça, il n'y a pas de sous-jacent marketing, on va dire. Par exemple, j'avais suivi des formations, parce que toi comme moi, on se forme.
de Tougan sur le marketing. Tougan que je salue s'il écoute. Et on avait toute l'information. Mais c'est pas pour autant qu'en ayant toute l'information, on arrivait à connecter, j'appelais ça connecter les dots, donc les points, et de mettre en relation où je me souvenais de l'information, j'en avais conscience, mais je n'arrivais pas à le connecter avec une autre information que j'avais. Donc quelquefois, les personnes ont les informations, disons, unitaires, mais n'arrivent pas à les agréger. À les agréger, à les mettre dans une logique. Tout à fait. Alors, pour compléter ton propos, je ne sais pas si tu connais le concept d'infobésité. Ça te parle ? D'avoir trop d'infos. En fait, tu as une production phénoménale d'informations avec Internet qui flirte avec l'obésité. Finalement, on a tellement d'informations que les gens sont littéralement submergés par l'information et donc leur incapacité à trier, à ventiler la bonne information de la mauvaise fait que la bonne information passe à la trappe. Donc ça rejoint un peu ce que tu disais sur l'agrégation. Voilà, qu'il faut avoir énormément de recul pour connecter les choses. Et j'aime bien raconter aux gens, par exemple, comment paraître pour un salarié de sa propre société. Ça prend 10 minutes à l'expliquer, même pas. Ce que tu dois faire et ce que tu dois mettre en place. Je dirais un petit peu plus pour non, attends, ce qu'il y a à mettre en place. Mais... Oui, non, mais les deux choses que tu dois mettre. Par contre, tous les détails auxquels tu dois penser, oui. ça te prend 1 heure. Bien sûr. À expliquer de la signature jusqu'au petit détail, jusqu'à ça, au cas où on demande ça. Donc les gens, ils veulent avoir l'information, mais même quand tu leur donnes l'information, l'exécution. C'est l'exécution. Et je prends cet exemple parce que je sais très bien, ça m'a pris 10 minutes à expliquer sur Patrimoine Exponentiel, ça me prend quasiment 1 heure à prendre toute la liste au max. Et je n'ai pas pu penser à tous les détails, et pourtant assez important. Et ça te prend 6 fois plus sur la mise en application. Tout à fait. En fait, c'est la notion d'information parcellaire. C'est-à-dire que tu as une partie de l'information, tu n'as pas la totalité de l'information. Et ça, c'est problématique parce que parfois, il faut regrouper les informations qui sont complémentaires et ne posséder qu'une partie de l'information est un début, mais ne te permet pas d'exécuter une stratégie. Le 4e point, ça va être le Dunning-Kruger. Celui-ci commence à être de plus en plus connu. C'est un biais cognitif qui est absolument remarquable. Alors malheureusement dans le mauvais sens du terme pour ceux qui en sont victimes. Pour schématiser en une phrase, c'est l'incompétent qui se croit compétent. Et ça je dirais que c'est le plus régulier sur la banque parce qu'il considère la banque comme une formalité. Notamment, tu sais, on en avait parlé sur les financements bancaires. J'aime pas le dire parce que l'incompétent, ça peut paraître méchant. C'est pas méchant, incompétent. Hein. Ça décrit, c'est une description d'un état de... Le non-sachant se croyant sachant. Et ça, les gens pensent qu'ils savent tout, mais tu les prends sur 3 points, tu es sûr qu'il y en a au moins 2 sur 3 qu'ils arrivent à cocher dans ça. Donc ça, c'est très important. Et c'est les choses sur l'incompétence, et on en avait parlé, toi, tu es passionné de crash d'avion. Et en plus... Non, alors c'est pas que je suis passionné de crash d'avion. De reportage de crash d'avion. Non, d'investigation pour comprendre le crash d'avion. D'ailleurs, il y a un bouquin qui est excellent là-dessus, c'est la stratégie de la boîte noire. Tu sais pourquoi boîte noire ? Je ne sais pas. Parce que c'est ce qu'on recherche après un accident. Les boîtes noires, tu as tous les enregistrements. Mais pourquoi on appelle ça une boîte noire alors que c'est orange ? Je ne sais pas. Ça, c'est encore autre chose. Mais faut-il encore savoir ce que c'est qu'une boîte noire ? C'est les enregistreurs de vol. Je n'en suis pas le concepteur. Et en fait, alors ça me fait rigoler parce que Fouad a tout le temps la gentillesse de me parler de ses investigations sur les crashs d'avion le jour où je reprends l'avion alors que j'ai peur en avion. et mon père, pareil. C'est détestable. Et en fait, c'est très marrant parce que dans l'aviation, ce qui en fait le domaine le plus sûr des transports, c'est qu'on te force à te croire non sachant. C'est-à-dire que tu repars, par exemple, tu vas avoir un problème de moteur ou un problème électrique, mais tu vas passer sur ta checklist, même si tu sais que c'est au troisième contrôle. Pourquoi, à ton avis ? Pour éviter les mauvaises habitudes, pour éviter le biais de surconfiance. Oui, mais en termes de conséquences, qu'est-ce qu'a comme conséquence un Dunning-Kruger dans l'aviation qu'a en comparaison avec un Dunning-Kruger dans ton patrimoine immobilier ?
La mort. Ben voilà, Et c'est une question de vie ou de mort. En aviation, bon, tu crashes ton investissement, disons que tu crashes ton premier investissement, tu peux peut-être t'en remettre. Mais en aviation, il est intolérable de laisser proliférer ce type d'état cognitif. On va passer maintenant à l'application, parce que pour l'instant, les gens doivent se dire c'est théorique. L'application du concept au milieu bancaire et pourquoi c'est strictement indispensable. Et pour ça, on va le diviser en 3 sous-parties. La culture bancaire, la culture de l'investisseur immobilier ambitieux, et j'insiste sur le ambitieux, et on va voir en quoi c'est un choc de culture. Est-ce que tu es d'accord ? Totalement. De toute façon, je ne te laisse pas le choix. Donc, pour bien comprendre ces 2 cultures, il va falloir d'abord parler de la culture bancaire. Qu'est-ce que la culture bancaire ? La culture bancaire peut se résumer au code, à l'identité, on va dire à la psychologie du cartel bancaire dans son bon fonctionnement. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est un fonctionnement qui ne date pas d'hier. Ok, on a une modernisation des outils de communication, de l'informatisation, etc. Il n'y a pas tant d'innovation que ça. Alors si on pense que l'innovation, le paiement en instantané, c'est une innovation peut-être, je vais te dire accessoire, mais la culture du métier dans sa noblesse, à savoir octroyer des prêts, gérer de l'épargne, ça existe depuis peut-être 300-400 ans. Donc la culture... Même plus, parce que les premières banques, les banques les plus anciennes, je dirais que la banque la plus ancienne, ça doit être une banque européenne, oui, parce qu'elle est plus ancienne que les États-Unis. Je pense que c'est une italienne, ça doit être la Monte dei Paschi. Alors moi je parle de la banque pratiquée en création monétaire, en monnaie scripturale, tu vois, je parle de ce type de banque. D'accord, banque de... qu'on connaît aujourd'hui. Richard Cantillon qui découvre ce qu'on appelle l'effet Cantillon, le fait de capter de la monnaie nouvellement créée qui va impacter la valorisation des actifs, c'est il y a 300-350 ans. C'est si vieux que ça Exactement, et ce qui est absolument remarquable, quand on a une conscience économique, monétaire et sociale, c'est que ce que décrivait Richard Cantillon il y a 350 ans est toujours valable aujourd'hui. Est encore plus valable aujourd'hui. Et c'est intéressant parce que les gens, quand tu écoutes, par exemple, quand tu écoutes les politiciens et tout, ils t'expliquent, les riches se nourrissent des pauvres. Quand tu écoutes Mélenchon, c'est à peu près ça. Et alors qu'en fait, les riches, c'est pendant les crises qu'ils en profitent pour en avoir encore plus, pour investir encore plus, pour capter encore plus de... Sans faire de politique, les gens n'ont pas compris une chose, que les riches sont dotés d'une intelligence monétaire, économique et financière, mais surtout monétaire, prenons supérieur, nettement supérieur, et même infiniment supérieur à la moyenne. Prenons le pape du crédit, l'empereur du crédit, et j'ai nommé Patrick Drahi. Patrick Drahi, qui, avec sa société de câbles, c'est un regroupement de sociétés qu'il a racheté en France, mais c'est pas quelque chose non plus. Il n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Ouais, il a pas inventé l'eau chaude, et c'est pas non plus the cash machine. Avec ça, à partir de ça, je veux dire, il faut qu'on essaie alors je parlais d'ordre de grandeur. Quand on pense ordre de grandeur, à partir de ça, il achète 50 milliards d'actifs. Et c'est quand même énorme. Donc Patrick Drahi, par sa capacité extraordinaire à lever des fonds, fait que, même si ça va mal en ce moment, pour X raisons... Mais c'est pas sa capacité, c'est pas son... c'est pas l'exploitation des pauvres qui fait qu'il est devenu riche. Et c'est pas son excès dans la levée de fonds en soi, c'est le manque de marge de manœuvre sur chacune des sociétés qui a été Ça, c'est un autre débat. Oui. La question qui nous intéresse, c'est que Patrick Drahi est devenu milliardaire, non pas par l'entrepreneuriat initial sur le regroupement de sociétés œuvrant dans du câble. Par la capacité à créer de l'argent au travers de la dette. C'est tout. Exactement. Quand tu achètes SFR, je ne sais plus, 14 milliards, quelque chose comme ça, au nez à la barbe de Bouygues, qui existe quand même depuis bien plus longtemps, avec des industries beaucoup plus lourdes.
une crédibilité beaucoup plus importante, eh bien là, tu as un fauve monétaire qui a une capacité à lever des fonds qui est beaucoup plus importante. Donc, il y a une intelligence monétaire très, très élevée. Et je pense qu'il a une intelligence culturelle vis-à-vis du cartel bancaire qui est très élevée. D'ailleurs, tu vois, je pense que tu regardes, on a dû peut-être voir les mêmes shorts que moi. Je leur ai démontré, ils me prêtent facilement, je leur ai démontré que je rembourse. Oui, c'était un vieux passage en commission du Sénat, si je ne dis pas de bêtises. Ils sont prêts à 50 000 francs où il expliquait tout son parcours, où il expliquait, non mais moi, vous me critiquez sur mon niveau de dette, mais je peux vous assurer, et c'est encore plus vrai aujourd'hui en 2024, celui qui est vraiment bon, c'est celui qui lève la dette de la France. Bruno Le Maire est bien meilleur pour lever de la dette. Bien sûr. Puisque ses bilans sont bien pires que les miens. Bien sûr, et en plus, dans le cas pour revenir sur Patrick Drahi, on a une inversion des rôles. C'est-à-dire que la peur, on va dire le risque, est transféré du côté des banques. Oui, et c'est cette fameuse phrase qui est reprise, mais qui est souvent mal attribuée. Quand c'est toi qui dois à la banque 50 000 francs, voilà. C'est toi qui as peur de l'appel de la banque. Quand tu dois 50 milliards, c'est la banque qui a peur de ton appel. Et il disait, je dors beaucoup mieux avec 50 milliards de dettes qu'avec mes 50 premiers 1000 francs. Tout à fait. Qui était un prêt étudiant. Tout à fait. Alors, on n'a pas l'ambition de Patrick Drahi, mais pour aller chercher nos quelques dizaines de millions d'euros, c'est-à-dire une goutte dans cet océan de crédit immobilier, 1300 milliards d'euros, je pense qu'on a besoin de comprendre et de palper la culture du cartel bancaire. Moi, il me tarde de voir le rebondissement de cette affaire et voir s'il utilise le droit de la faillite. Et je n'en serais pas étonné. Donc, pour la culture bancaire, la culture de la banque, c'est la culture de la prudence. Tout à fait. Par rapport à la culture de la vitesse chez l'ambitieux. Alors, la culture de la prudence, pourquoi ? Parce que quand on est vieux, quand on est ancien, quand on a une histoire, on est prudent. On sait que la prudence est la mère de... je crois que le proverbe, c'est prudence et mère de sûreté. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Sans doute. Donc, le cartel bancaire est extrêmement prudent, même s'il lui arrive de déraper sur des prises de position hasardeuses. Le cas, on va dire que c'est plus des accidents, le cas Jérôme Kerviel, les subprimes, le financement de certaines entreprises, certains pays sous embargo, ce sont des accidents. On va dire que ce sont des écarts. En perte acceptable. Plus ou moins, Jérôme Kerviel, si on avait... alors, c'est un dossier qui est plus complexe. Il y avait une position qui était supérieure au capitaux propres de la banque. Donc là, on n'est plus dans la perte acceptable. Mais en tout cas, ce sont des accidents de manière générale. En tout cas, l'interlocuteur au niveau prêt immobilier, je peux te garantir qu'il est pétri de prudence parce qu'il a des comptes à rendre. Et c'est la ligne de la banque, la ligne officielle sur cet aspect-là où il faut être extrêmement prudent parce qu'on prête de l'argent qu'on n'a pas. La culture de la réputation. Alors, versus, tu parlais de vitesse chez l'ambitieux. L'ambitieux, lui, il est à l'inverse. Il est obligé de prendre un certain nombre de risques. Il est foufou. Alors, pas forcément foufou, mais... il paraît pour un foufou. Voilà, il veut aller vite. Parce qu'il est ambitieux, parce qu'il estime probablement qu'il maîtrise en fait les techniques. Donc, tu as une opposition et même une contradiction. Il veut jeter plein de love room à Saint-Étienne. Entre la prudence, voilà, là pour le coup, là ça reste très dangereux, mais tu as une opposition entre la prudence et celui qui est assimilé à un imprudent parce qu'il va vite. Et qu'il l'emprunte beaucoup. Alors, il emprunte beaucoup, mais surtout ce qui inquiète, c'est qu'il veut enchaîner les opérations. Et ça paraît très peu prudent. Et donc on est en choc. Et c'est assez marrant parce que tu vois, tu parlais de Patrick Drahi, je fais un petit retour en arrière. En quelque sorte, il donne raison aux personnes qu'il critiquait sur son niveau de dette. Et on vient lui reprocher son niveau de dette, mais c'est pas son niveau de dette, c'est sa gestion de la dette. Tout à fait, parce que ça veut dire que même avec moins de dettes, il aurait eu exactement la même chose. Exactement. Après, il y a la malchance. On parle souvent de la chance, mais les taux d'intérêt. Exactement, qui aurait pu anticiper les 4 points d'intérêt supplémentaires.
Parce qu'il faut comprendre une chose, en entreprise, souvent, on est en taux d'intérêt variable. Contrairement à l'immobilier, on est en taux d'intérêt fixe. Et donc, on n'est pas concerné par... Il n'y a pas de volatilité de l'échéance de la prêt. même chose. Exactement, donc ça, c'est intéressant. Et en plus, généralement, il y a beaucoup d'inflation quand il y a de l'incertitude économique. Et donc, c'est plutôt... ça va dans le bon sens. La culture réputationnelle. Alors là, c'est très simple, hein, la réputation d'une banque. Pourquoi est-ce que c'est important, la réputation? Je te pose la question, sur quoi repose la monnaie? La licence bancaire. Non, alors là, je ne parlais pas d'un point de vue technique. Qu'est-ce qui fait que les gens acceptent? Ah, c'est la confiance. C'est la confiance. Donc, si tu fais n'importe quoi, tu risques de perdre la confiance et tu risques de... c'est run bank en anglais? Bank run. Bank run, bon, j'étais presque. Donc, la course au billet, la course aux banques, donc la confiance, la réputation, le risque réputationnel est fondamental. Et donc, une banque ne veut pas prendre de risque réputationnel. Et ça, simplement. C'est très intéressant parce qu'une banque mal gérée qui a fait un peu n'importe quoi, même si c'est pas catastrophique, elle peut se taper un bank run, je connais pas le terme en français, et se faire terrasser par ce bank run. Ce qui s'est passé par exemple aux États-Unis sur les petites banques, tu sais, après la crise du Covid, ça a commencé par En Angleterre aussi, c'est arrivé, il me semble. Ouais, mais aux États-Unis, c'est beaucoup plus récent. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans, où en fait, il y a eu des petits messages sur la gestion d'une banque qui avait mis sur des bons du Trésor, qui avait diminué, enfin bref, ça c'est un autre sujet. Et en fait, il a suffi de quelques investisseurs qui se dirigent vers la banque paniquée pour faire chuter la banque. Après, tu as ce point-là, mais tu as aussi, tu parlais de licence bancaire, tu as un risque réputationnel concernant la réglementation. Si on sait que, alors Dieu merci, on n'est pas aux États-Unis, mais quand tu prends la crise des subprimes, sur le fait d'octroyer des prêts à taux variable à des gens qui ne sont pas solvables pour acheter de la bulle immobilière, fait que là, tu fais n'importe quoi et c'est la réglementation qui est remise en question finalement. Donc la licence bancaire dont tu parlais est un actif extrêmement précieux sans lequel on ne peut pas travailler et donc la banque ne souhaite pas faire n'importe quoi. Et tu vois, et ça, on s'en rend pas compte de la culture réputationnelle très élevée. Tu as des banques dans des pays qui ont fait n'importe quoi. Tu vois, qui ont traité de l'argent de n'importe qui et qui se sont retrouvés fermés du jour au lendemain. Quand je travaillais en principauté d'Andorre, tu avais une banque qui s'appelait Banca Privada d'Andorra, qui a été dans l'œil du régulateur américain, qui a fait ce qu'on appelle, je pense que c'est la procédure 311, qui interdit l'accès au marché américain et aux banques correspondantes américaines. C'est la mort d'une banque. Il y a eu ça, il y a eu un bank run, la banque a disparu. Toi, tu avais ton argent chez cette banque, tu ne pouvais retirer 2500 € que par semaine. Ouais. Du jour au lendemain. 2500 € par semaine. Imagine si tu as une société avec 10 employés et que tu es monobancarisé, ce qui était dans la tradition de ce pays. Et aujourd'hui, on voit, et ça en fait même l'enfer de ce pays, c'est que ça veut nettoyer plus blanc que blanc et c'est devenu infernal. Donc, on ne le voit pas ça, nous, en France, parce qu'on n'a pas eu de cas de grosses faillites bancaires. Non, parce qu'on a un système bancaire qui est extrêmement solide. Qui est excessivement solide, mais il y a des pays à l'étranger. Si vous aviez des comptes à la Danske Bank en Estonie, si vous aviez des comptes ABLV, ABLV c'était 2016-2017, c'était en Lettonie, FBME à Chypre, des banques qui ont fait n'importe quoi. Si tu avais tes économies là-bas, on te disait, voilà, la banque, elle a fait faillite. Ça, on ne l'a pas vu. Donc l'aspect réputationnel est très élevé. Tu vois, si on reste en France et on essaie de comprendre pourquoi certaines banques ne financent pas certaines activités comme les boîtes de nuit. Parce que tu as un risque réputationnel et tu sais que ce sont des activités qui sont à problème. Donc la banque ne veut pas être mêlée à ce genre d'activité, tout simplement.
Bernard Arnault, bien que stupide d'après certaines personnes, a bien compris qu'il était plus facile de faire financer des sacs que des kebabs. Oui, tout à fait. Tout à fait. Culture de l'aversion à la perte. Alors, on a deux... L'aversion au risque et aversion à la perte. Voilà, on a deux... comment dirais-je deux états culturels qui sont fondamentaux. La culture de l'aversion au risque, qui est assez connue en fait, hein, c'est une culture bancaire qui valorise donc la prudence, on l'avait dit, et qui veut minimiser la prise de risque. Ça, c'est fondamental à le comprendre. Pourquoi ? Parce que énormément de gens pensent qu'une banque est là pour prendre des risques, que c'est son métier, prendre des risques. Et c'est totalement faux. Les banques sont là pour financer l'économie, les entreprises et les ménages, en minimisant les risques et en maximisant les profits. Voilà l'équation bancaire. Donc, l'aversion au risque est très élevée. Elle est très, très élevée. Et donc, l'investisseur qui n'a pas compris ça va arrêter son processus d'investissement très rapidement. Ouais, tu as parlé d'équation. Moi, je parlais l'équation des profits bancaires, où en fait, tu as, je l'avais expliqué dans PNL et également dans Patrimoine exponentiel, les profits d'une banque, c'est la commission des intérêts plus les commissions. Le PNB en quelque sorte. C'est-à-dire que tu peux agir uniquement sur les commissions. Et les charges d'une banque, c'est les charges de fonctionnement. Autant te dire, tu ne peux pas y jouer du tout. Non. Personnels locaux. Personnels locaux. Et la deuxième chose, c'est la provision pour risque, pour défaut de crédit. La seule chose, pour rassurer une banque, tu dois faire en sorte de limiter le risque, et la banque préférera ne pas financer que financer un risque. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Tout à fait. Et ça, on retombe du coup sur le deuxième aspect de cette aversion, qui est l'aversion à la perte. La banque, en fait, elle a vraiment cette tendance à éviter de perdre plutôt que d'essayer de réaliser un gain équivalent. Et ça, cette culture bancaire, en fait, ça renforce les deux types d'aversion en mettant en place des stratégies de sélection très forte des investisseurs. Tout investisseur assimilé à un preneur de risque est automatiquement écarté de la possibilité d'être financé. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup plus facile de se faire financer quand on est employé que quand on est entrepreneur. Parce que par nature, un entrepreneur gagne plus, mais parce que c'est une rémunération supérieure du risque qu'il prend. Alors, il y a aussi l'instabilité. En fait, tu as une confusion parce que l'entrepreneur est assimilé à un preneur de risque. Un rebelle. Ouais, et ce qu'il n'est pas forcément, mais en tout cas, d'un point de vue bancaire, on se heurte à l'aversion au risque des banques. Il y a une culture de centralisation de la décision également, même si elle est plus rare en France. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça ? Elle est plus rare, oui et non. En fait, elle est très présente dans les banques nationales. Donc, BNP Paribas, Société Générale, LCL, tu as une centralisation quasiment exagérée, je trouve, de la décision. C'est-à-dire que tu demandes parfois un prêt immobilier, c'est décidé à Paris ou à Marseille, alors que tu es à Besançon. Donc ça peut être très problématique et ça doit être connu, ça doit être maîtrisé parce que ça veut dire qu'il est parfois plus intéressant d'aller solliciter des banques régionales où le centre de décision redescend d'un ou deux crans, voire de 3 crans. Sur la région. La région, voire le département, voire, en fonction de la taille du projet, de l'agence. Quand le directeur d'agence a la délégation d'agence, ça ne se décide pas à Paris, ça se décide sur place. Et donc, cette culture de la centralisation de la décision est à prendre en compte dans la sélection des partenaires bancaires parce que si tu n'as pas compris ça, eh bien, tu vas avoir une espèce d'animal à sang-froid qui va décider pour ton projet, quelqu'un qui ne connaît pas ta région, qui ne te connaît pas évidemment. C'est les comités. Et en plus, après, tu tombes dans les comités d'engagement qui disent non avant de dire oui. Oui, et en plus, tu as un organe central qui ne connaît même pas les gens qui travaillent en agence.
T'as dit Marseille, pourquoi Marseille? Parce que souvent, tu as des centres de décision, certaines banques, tu as toute la partie édition de prêt, etc., notamment la BNP Paribas. Tu as des pôles de décision qui sont à Marseille. C'est marrant parce que j'ai eu une banque quand on était au restaurant hier et la femme que j'ai eue m'a dit « je suis à Marseille ». C'est pour ça que je me demandais si tu l'avais dit au hasard ou... Non, je sais que les offres de prêt, souvent, à la BNP Paribas, sont éditées à Marseille. Ah, d'accord. Donc, comprendre qui décide, ça c'est important. N'hésitez pas à demander un conseil pratique. Quel est votre niveau de délégation? Alors c'est plus pour de la banque régionale, coopérative, on peut en citer quelques-unes, CIC, Crédit Mutuel, le top, Crédit Agricole, 1/3 de part de marché du prêt immobilier. Donc ces gens-là, généralement, ont un centre de décision régional, local. La culture de la rentabilité supérieure à la satisfaction du client, ça c'est un peu ce qu'on disait sur les financements, tu es rien du tout pour une banque. Alors exactement. Tu es une goutte d'eau au milieu d'un océan. C'est intéressant parce que les gens sont persuadés que le client est roi. Le consommateur de services bancaires lambda est intimement convaincu que s'il clôture son compte, suite à de l'insatisfaction, on va dire suite à l'exécution d'une menace, il risque de porter préjudice à la banque. Donc tu vois, ça donne presque envie de rire. En fait, c'est pratiquement... Moi, ce que j'avais dit aux gens dans Patrimoine Exponentiel, j'étais allé sur LinkedIn pour essayer de trouver l'information précise. Et j'y étais tombé dessus. Une conseillère clientèle patrimoniale à Société Générale à 600 en relation client. Ça bosse 218 jours par an. Ça veut dire qu'elle préfère... c'est comme si tu devais faire 10 fois plus d'efforts pour faire passer un dossier, le défendre et tout, alors que tu as 20 autres personnes à qui tu peux faire passer, alors que tu sais que ça va être une formalité. Alors, si on regarde les choses, si on va plus dans le détail, le client, aujourd'hui, est capable de changer d'établissement bancaire parce qu'il a pas reçu son calendrier de fin d'année, tu sais, de Noël. Tu l'as déjà fait, ça? On sent le vécu. Non. En fait, il y a un directeur de banque qui m'a dit, vous savez, monsieur, certains clients changent d'établissement bancaire pour une question de calendrier. C'est le machin des années 80 à 90. Putain, donc, moi, je vais me plaindre, je n'ai jamais reçu. Donc, si tu veux, on sait qu'il y a un turnover. On sait que le client est infidèle. On sait que le client est extrêmement sensible. Ce qu'on appelle l'élasticité prix-demande. En économie, le client est extrêmement sensible à la variation des prix. Donc, on sait que le client peut changer d'établissement bancaire parce qu'il trouve moins cher. Et donc, la conséquence de ça, c'est que les banques préfèrent maximiser en fait la rentabilité d'un client quitte à brader la satisfaction du dit client. Ça, c'est important de le comprendre, qu'on pèse rien, que la maximisation du PNB, faire de l'argent, un maximum d'argent par tête, est l'objectif d'une banque. Et le fait de penser... Alors oui, je prône les partenariats à long terme, mais ces partenariats sont fragilisés par les banques elles-mêmes. Et oui, ton banquier il part tous les 3 ans. Parfois tous les 6 mois. Donc quand tu as un conseiller qui part qui est muté tous les 6 mois, quand tu as... tu sais pourquoi c'est fait ça, la mutation C'est pour éviter le troll de relations, je dirais. C'est exactement ça. Et alors tu vois, ce qui est incroyable, c'est qu'on veut éviter que la relation commerciale soit trop développée et qu'elle bascule. Ça paraît logique. Ben non, parce que c'est pas logique, je trouve, parce que justement, la meilleure manière de fidéliser un client, ça serait de développer des relations intéressantes avec le client de long terme. Donc, mais on a peur que le conseiller te fasse trop de cadeaux. Donc, la banque se contrefiche de savoir si tu es satisfait ou pas. Ce qu'elle veut savoir, c'est combien d'argent elle a fait rentrer sur ta tête en fin d'année. Et si on explique en fait la culture de l'investisseur ambitieux, c'est tout le contraire. Exactement. Donc, c'est pas compatible. Tout à fait. En fait, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme image? Je dis toujours qu'on a des intérêts communs, mais des cultures opposées. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme image pour l'illustrer, une image politiquement incorrecte pour l'illustrer? Pour illustrer quoi? Pour illustrer ce choc des cultures. Cette différence entre la culture de l'investisseur ambitieux et la culture de la banque. Je vais te prendre une image simple. C'est comme demander à un marathonien et à un sprinter de participer à la même course.
ça ne fonctionne pas. Tu en as un qui est très rapide, qui va s'essouffler très rapidement, qui a une distance à parcourir qui est très courte, et tu as quelqu'un qui ne va pas aller très vite, mais qui a, 42 km à faire. Moi, j'aurais préféré mettre Rocco avec une nonne. Bon, après, je te laisse ce domaine non conventionnel. Pour parler de risque réputationnel, je tiens à ma réputation. Je suis extrêmement austère et sérieux. Chiant à mourir, mais sérieux et compétent. Passons maintenant aux stratégies d'acculturation bancaire, maintenant qu'on a vu toutes ces différences. Et intéressons-nous aux méthodes, aux seules stratégies valables d'un point de vue culturel pour passer outre tout ce que nous venons de voir. Pour marier l'investisseur ambitieux au banquier précautionneux. D'abord, ce qu'on a dit en introduction, la première chose à faire est définir une planification. Donc ça fait très russe. La planification, même dans les années 50-60 en France, on avait des planificateurs, le fameux plan général, mais il faut définir une planification d'acculturation volontaire, délibérée et contrôlée. Il faut se contrôler. C'est-à-dire que pour converger, c'est un processus où on cherche à converger, à épouser la culture de l'autre. Tu vois, je vais prendre un exemple concret, alors qui n'a rien à voir avec l'immobilier. Tu as des gens qui vont se marier, qui ont des religions différentes. Prenons un Français avec une Française d'origine maghrébine. Tu vas avoir une espèce de conversion factice, religieuse, pour dire c'est OK, on a la même religion, le mariage est licite. C'est la même chose. C'est-à-dire que là, il faut te contraindre. Pathos. Il faut te contraindre à épouser la culture du cartel bancaire parce qu'elle est extrêmement puissante, elle ne changera pas. Et donc, ça commence par ça déjà, planifier son processus d'acculturation. C'est un peu comme Eddie dans La vérité si je mens. Tout à fait. Ah bah tiens, ouais, je peux avoir Jean-Jacques Goldman. Je peux avoir Jean-Jacques Goldman. Merci mon père. Quand il sort les billets pour acheter le rabat. Mais je ne suis pas votre père, je suis un radin. Donc c'est pareil. Donc la planification, donc ça c'est important. Ensuite, tu as un point qui est fondamental. J'aime beaucoup cette théorie, c'est la théorie des signaux. En fait, à ne pas confondre avec la théorie des signaux faibles. Là, ce sont des signaux qui, à l'inverse, on ne veut pas qu'ils soient faibles, on veut qu'ils soient quasiment grossiers. Tu vois, il faut grossir le trait. Il faut que les banques comprennent que la rafale de signaux positifs et rassurants, réconfortants, conforme à la culture bancaire du cartel, fait que tu remplis finalement les bonnes cases et ta culture d'investisseur immobilier est conforme à celle du cartel bancaire. La mashkirovka. Voilà, pour rester chez les Russes après les plans triennaux. On ne peut pas dire qu'on les boycotte, nous les Russes. Ouais. Donc pour ça, il faut une connaissance de la culture du cartel bancaire. Tout à fait. On a listé quelques points, en avoir conscience parce que les gens pensent avoir cette connaissance parce qu'ils ont réussi à se faire offrir la carte bleue, la Visa Premier. Au-delà de ça, tu avais parlé de PNB. Le déploiement d'une stratégie PNB est vital. C'est fondamental et une fois de plus déterminant. Pourquoi ? Parce que ta crédibilité, ta capacité à être financé est en partie définie par le score, le montant de PNB que tu as engendré auprès de l'établissement bancaire. Et ça, c'est très simple, on peut le faire monter artificiellement. Tout à fait. Et un client rentable, eh bien, c'est un client qui est beaucoup plus finançable qu'un client qui n'apporte que des quepec à la banque. Oui, moi, j'avais cité, si tu te souviens au PNL, j'avais cité l'exemple de la grande distribution. Oui. Sur un financement de 750 000 euros sur un magasin qui perdait 500 000 euros. Et pourtant, ça avait été obtenu. Mais il y avait une telle exagération, un tel grossissement du trait sur le PNB, ce qui est à la portée de tous. C'est à la portée de tous, au lieu de prendre la Visa Electron, prends la plus grosse. Il y a tous ces services bancaires, même qui sont quelquefois, on va le dire, de piètre qualité. Mais il faut faire l'effort. Tout à fait. Si tu veux avoir de l'argent, il faut savoir en donner. Mais c'est la même chose, en fait. C'est comme une relation amicale, une relation d'amitié.
Si tu ne sais pas donner, tu ne recevras jamais. Tout à fait. Et pour revenir à la théorie du signal, ce qui est très important à comprendre, c'est que on est dans une situation dite d'asymétrie d'information. C'est-à-dire que les informations que tu possèdes sur ton identité culturelle ne sont pas spontanément connues par la banque. Donc, il est très important en fait d'envoyer les bons signaux. La banque va découvrir quelle est ta culture, quelle est ta position, et là, elle verra si ça colle ou pas. Donc ça, c'est très important parce que la culture est quelque chose qui n'est pas palpable, mais c'est quelque chose qui finit par se lire par l'attitude, par le comportemental. Donc il faut envoyer vraiment et comme on cherche à réaliser une rafale d'investissement, il faut également envoyer une rafale de signaux positifs. Et c'est pour ça que j'aime bien le concept de Mashkirovka, parce que ce qui sort de ce concept, c'est que l'apparence est plus importante quelquefois que la réalité. Malheureusement, le fond est généralement moins pris en compte que la forme. La psychologie du cartel bancaire, qu'est-ce qu'on peut dire ? On l'a dit indirectement, c'est la banque préfère ne pas gagner que de prendre le risque de perdre. Tu as énormément de choses à dire, mais comme on pourrait en parler pendant des heures, au même niveau que de la culture, c'est un aspect qui est fondamental parce qu'un certain nombre de pratiques peuvent heurter la sensibilité des banques. Comme quoi, par exemple ? Je vais te donner un exemple concret. Les jeux de hasard, retirer du cash sur son compte bancaire, ça, ce sont des choses qui ne se font pas. Quoi d'autre ? Être à découvert, être un flambeur, passer, je sais pas moi, tu gagnes 10 000 euros par mois, pour reprendre ce chiffre au hasard. À la fin du mois... Le SMIC LinkedIn. Voilà, le SMIC LinkedIn. À la fin du mois, tu as presque quasiment plus rien sur ton compte. C'est un signal extrêmement négatif. Donc il faut absolument être en conformité également à ce niveau-là. Et il faut comprendre qu'un problème sur un prêt ne sera pas compensé par un prêt qui fonctionne bien. Ah non. Et c'est très marrant parce que ça soit en grande surface ou que ça soit en banque, on parle du terme de casse. Et ça, je l'avais expliqué notamment à des personnes avec la théorie des yaourts en grande surface. Restez là, ça va être très rapide. Si tu achètes un pack de yaourts en prix d'achat 3 € et que tu le vends 4 €, tu as une marge de 1 €. Si tu as un périmé, tu vas devoir le jeter à la poubelle. Donc, en le jetant à la poubelle, tu vas perdre les 1 € qui est un coût d'opportunité, mais tu vas perdre les 3 € que tu as payés à la base. Tandis que si tu as une rupture de stock, c'est-à-dire que tu préfères avoir une rupture de stock que jeter, la rupture de stock va t'entraîner un manque à gagner de 1 €, mais tu n'auras pas payé les 3. Donc, vaut mieux refuser de vendre que commander trop pour ne pas vendre. C'est 4 fois plus rentable. C'est pareil avec une banque. Et on parle dans Aversion à la perte. On parle en grande surface de casse et il me semble qu'on parle de taux de casse également en crédit immobilier. Il y a un autre aspect sur lequel en fait, alors on parlait de psychologie, mais sur la culture, et ça c'est une aberration pour le coup. Et je vais raconter une anecdote. En fait, ça concerne le professionnalisme. En fait, c'est là où il faut être très très subtil, très nuancé et ne pas penser que deux éléments en apparence contradictoires sont une contradiction. On prône le paradigme de la professionnalisation. Et en même temps, d'un point de vue bancaire, lorsqu'on s'adresse aux banques de détail, ce sont les banques qui produisent le plus de crédits immobiliers, il ne faut pas renvoyer une image de professionnel de l'immobilier. Pourquoi ? Parce que si on est assimilé à un professionnel de l'immobilier, on est éjecté quelque part du circuit parce que le système bancaire de banque de détail en production de crédit pour les particuliers, principalement la résidence principale, n'est pas fait pour les professionnels. Je prends cette image. Vous prenez Mike Tyson, vous le mettez sur... C'est un exemple plus simple qui a été aux Jeux Olympiques, Teddy Riner contre le Japonais, où il a retourné comme une crêpe. Alors, qui était beaucoup plus léger. Oui, voilà, mais ou sinon, on va reprendre un exemple encore plus récent, sur les Jeux Olympiques. Je ne me souviens plus du nom de l'athlète algérienne là, qui a remporté la médaille d'or
qu'on a insinué en fait quant à son sexe, il s'agirait d'un homme, eh bien ça fait une polémique si tu veux, elle n'a rien à faire dans la catégorie des femmes. Alors, il s'agit que c'est une femme, il s'avère que c'est une femme, pardon, mais ce que je veux dire c'est que lorsque la banque vous assimile à une typologie de joueurs qui n'est pas conforme à la catégorie attendue, à savoir celle des particuliers, eh bien fait que vous pouvez être éjecté. Autre exemple, toi qui aimes le cinéma, dans Les Joueurs, avec Matt Damon, ce sont des professionnels du poker, et ils vont dans certaines tables pour, entre guillemets, arnaquer par le différence de compétences des tables d'amateurs, et ils arrivent dans une table de flics. Donc en fait, Matt Damon remporte un certain nombre de parties, tu as son acolyte qui arrive et distribue que les bonnes cartes, parce qu'il arrive à manipuler les cartes, et à un moment donné, un des flics le prend par la main et regarde et lui dit « Tu ne fais que distribuer des bonnes cartes, vous êtes des professionnels ?» Il n'a même pas le temps de répondre qu'ils sont passés à tabac. Donc le fait, dans la culture de la banque de détail, réservée les quotas de crédit monétaire, de crédit immobilier réservé aux particuliers, fait que ton identité de professionnel peut être un problème. Tu vois, autre exemple, le signe noir, l'entrepreneur qui finalement divulgue son pelage, tu vois, il est censé être un signe blanc, fait qu'il peut être éjecté du jeu. Donc on voit que l'importance de la culture est fondamentale dans tout ce qui vient d'être dit. Et c'est marrant parce que, tu vois, et ça, les gens qui me suivent et le savent, moi, je fais souvent la comparaison entre, tu as parlé de poker, je dis souvent que, et c'est pas mon expression, je tiens à le préciser, j'ai repris à une personne, la banque est une joueuse d'échecs et pas de poker. Si tu t'amuses à essayer de la bluffer, ça ne fonctionnera jamais. Tu ne joues pas à ce jeu-là. Et toutes les personnes qui essayent, et tu as l'exemple, j'en avais fait un short pour l'illustrer, moi j'aime bien l'illustration par l'exemple, où c'était Anthony Bourbon qui était venu faire financer sa résidence principale et qui commence à dire « Oui, mais t'as vu, moi je peux l'acheter 4 fois avec l'argent que j'ai sur la holding ». Au final, il s'est quand même pris un refus de prêt comme un mec au RSA. Quoi. Ouais, et tu as une circonstance aggravante dans son cas. Résidence principale. Alors, tu as la résidence principale dont on va parler, mais start-upper, on va dire que c'est un start-upper. Qui dit start-up dit à risque de très haut niveau. Et donc, on est une fois de plus en confrontation frontale avec la culture des banques. Alors, je rebondis sur la résidence principale. J'ai eu un certain nombre de cas où des gens ont cru que la résidence principale est un passif. Merci Robert. Voilà, merci Robert et merci les influenceurs. Alors, il paraîtrait qu'on parle un peu trop souvent d'eux, mais... et c'est le fait que ça ne soit pas scripté, et c'est un signe d'authenticité, mais il faut qu'on fasse attention, on leur fait la pub, et quelquefois ça peut mettre mal à l'aise. Ce qui m'intéresse, c'est l'influence. La contre-référence. La contre-référence, l'influence. Le fait de ne pas être propriétaire de sa résidence principale est une infraction à la culture bancaire très forte. Pourquoi ? Parce qu'en particulier en France, notre appétence à l'immobilier et la hiérarchie ou la hiérarchisation dans le processus d'investissement, à savoir l'investissement locatif arrive après la résidence principale, fait que cette inversion du processus n'est pas acceptée. Et ça bloque dès le deuxième prêt. Hein. Voilà, alors ça peut fonctionner une fois de plus, mais là on parle des grandes règles, de la grande culture, sauf exception. On parle de répétition. Tout à fait, on parle de répétition, on parle de fréquence élevée, et donc acheter sa résidence principale, culturellement, est très important pour respecter l'ordre des choses établi par les banques. Et c'est pour ça qu'il faut, comme tu le dis, bâtir son profil emprunteur conformément à la culture du cartel bancaire. Tout à fait, c'est ce que j'appelle en fait appliquer la stratégie du bon père de famille. Et ce qui tombe bien dans mon cas, c'est que je suis un très très bon père de famille. Tu sais qu'on n'a plus le droit. On n'a pas le droit d'utiliser ces... Chef de famille ? Non, on n'a plus le droit d'utiliser le bon père de famille. Ah, on n'a plus le droit. Ça a été retiré en 2018, il me semble, à l'Assemblée nationale, où c'est les Europe Écologie Les Verts, toujours les mêmes, qui considéraient que c'était trop sexiste. Et il fallait savoir que c'était une expression juridique. Tu avais dans des contrats se comporter en bon père de famille. Oui, bien sûr, bien sûr. Et t'as dû... La clause du grand-père, se comporter en bon père de famille, c'est que du jargon, finalement. Ouais. Donc ça, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'un bon père de famille, qu'est-ce que ne fait pas un bon père de famille ? Des risques inconsidérés. Voilà, il ne fait pas n'importe quoi en termes de risques, surtout s'il a 2 enfants.
Putain, j'ai appelé ma compagne. Il faut accélérer. Ce soir, on travaille le profil emprunteur. Sur l'insémination artificielle, il faut que tu en mettes 2, voire 3 en même temps. Non, mais d'un côté, ça va. Moi, j'ai pas mal de jumeaux dans la famille, donc il y a une chance sur 2, quoi. Ah oui, mais, du côté de ma mère, sa grand-mère avait une jumelle, ma sœur a 2 jumelles, mon père avait un jumeau, je suis mal barré. Je suis arrivé avec des quadruplés. C'est une bonne nouvelle, ça va te permettre d'accélérer. Ouais, putain, je vais pas pouvoir acheter l'Audi TT, quoi. Ah non. Ah, ça, c'est fâcheux, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Fouad, sur ce podcast qui nécessitera sans doute d'être écouté plusieurs fois pour bien s'en imprégner, qui nécessite de réécouter le podcast précédent sur le financement bancaire. Les deux se cumulent. Sur cette notion d'acculturation. Ce que j'aimerais dire en conclusion, c'est que par la production de ce contenu, qui est quand même original, donc la fameuse création originale de Canal+, j'aime beaucoup m'inspirer de ça parce que ça demande de faire preuve de beaucoup de conceptualisation. C'est une thématique qui est majeure. En fait, on n'en parle pas, or elle est fondamentale. Et finalement, prenez conscience que la culture du cartel bancaire et sa psychologie, ce n'est pas du vent. Parce qu'on pourrait penser que ça reste de la littérature, converser autour de sujets abstraits. Non, c'est très concret. C'est très très concret et donc le respect de la culture des autres au sens général, mais en particulier le respect de la culture du cartel bancaire est vraiment une composante, un facteur clé de succès du parcours de l'investisseur ambitieux. Ça, c'est vraiment fondamental et c'est d'autant plus important aujourd'hui que le robinet du crédit est fermé à 40%. Donc, on a une production des crédits immobiliers en chute de 40% entre début 2023 et aujourd'hui. Donc, les sources se sont taries et ça veut dire qu'un amateur va commettre un certain nombre d'erreurs et vous qui nous écoutez, vous qui êtes inscrits dans un processus de professionnalisation, il faut absolument intégrer ces notions de culture bancaire et de psychologie, et ça fait appel justement à votre intelligence culturelle. Je fais une petite parenthèse aussi. Le fait d'être, de bénéficier à titre personnel d'une double culture, voire d'une triple culture, fait que mon niveau d'intelligence est beaucoup plus élevé que celui du français moyen, qui n'est pas exposé finalement en permanence à des cultures différentes. Et donc augmenter votre niveau de votre intelligence culturelle, vous permettra vraiment de mieux investir et de mieux obtenir les financements qui sont quand même la clé pour avancer. Si tu as des ambitions massives en immobilier, tu seras obligé de passer par cette case d'adaptation. Beaucoup de gens t'expliquent que du fait que l'investissement soit tout à fait. Et donc, pour emprunter massivement et atteindre cet objectif, tu seras obligé de passer par cette phase d'adaptation. C'était Fouad Berlin pour vous inspirer à voir grand. C'était Hugo pour s'assurer de la technique. Ciao, ciao.